Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission. Cette semaine, nous vous proposons une série sur les politiques et la télévision. L'essor de la télévision commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les premiers grands événements télévisés sont la rediffusion du Tour de France ou le premier journal télévisé tourné à bord d'une montgolfière qui prendra feu. Vous avez fait, je crois, le premier reportage en direct pour la télévision. C'était une époque où il n'y avait pas de téléspectateurs, n'est-ce pas ? On faisait de la télévision pour notre propre plaisir. C'était l'époque où le pouvoir n'avait pas découvert encore la puissance de la télévision. Même si les Français sont fascinés par le petit écran, à près de 1000 francs le poste, ils sont très peu à en posséder un chez eux, ils préférant la radio. Voyant ce nouvel outil prendre de l'ampleur, le gouvernement crée à partir de 1949 la RTF, avec pour but d'accompagner et surtout d'encadrer le développement de la radio et de la télévision, et déjà le manque d'autonomie est montré du doigt. Même si la radio reste le moyen privilégié par le président de Gaulle, il semble avoir saisi l'importance du petit écran. Cependant, sa première intervention en 1958 est ratée. Il porte de grosses lunettes, il lit son texte et ne regarde pas la caméra. Il lui faudra de l'entraînement et l'intervention de publicitaires ou d'acteurs pour s'approprier le petit écran. Son intervention suivante est déjà plus concluante. Française, Français. On fait un essai de voix ou non? Oui, nous allons faire peut-être un essai de voix. On va voir s'il n'y a pas un petit réglage de lumière à faire. Bon, attends. Le goût du spectacle est présent et recherché, et sa première conférence télévisée est un succès. Il s'y est beaucoup entraîné, connaissant la salle et les questions. Il n'hésite pas à instaurer l'humour dans ses réponses et dans ses petites phrases qui resteront célèbres. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi de vous voir. Mais vous savez, la politique de la France se fait pas à la corbeille. C'est l'effet de mon inexpérience. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. De plus en plus accessible et poussée par la société de consommation, la télévision connaît une forte ascension dans les années 60. Cependant, la désinformation est toujours dénoncée. Nous sommes à une époque où le gouvernement a la main mise sur les programmes de télévision et de radio et qui n'hésite pas à user de la censure. Hier j'ai glissé sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et 3 canines au Père-Lachaise. Les punitions sont plutôt dures. Le pion il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu barbouillé de confiture. C'est joli, le vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, tous les 80. C'est dans ce contexte que naît en 1964 le RTF. Les chaînes ne sont plus sous l'autorité directe de l'État, mais du ministère de l'Information. Le service de l'information interministérielle est chargé de contrôler chaque jour le contenu diffusé à la télévision sur la première chaîne, la deuxième chaîne, puis plus tard, dès sa naissance en 1972, la troisième chaîne couleur. À partir des élections de 1965, chaque candidat a droit à 2 heures de télévision. Cependant, persuadé d'être réélu dès le premier tour, le candidat de Gaulle refuse le créneau qui lui est réservé. Contrairement à ses attentes, il se retrouve au second tour face à François Mitterrand. Tout d'abord vexé, il décide d'innover et utilise la télévision pour se rapprocher des Français lors d'une interview télévisée écrite à l'avance. La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite.
Malgré les progrès techniques réalisés et le sentiment de liberté apporté par le RTF, la censure reste omniprésente. Mis à part quelques images autorisées, les événements de mai 68 sont peu relayés par la télévision. Et les journalistes et le personnel qui ont rejoint les grèves ont presque tous été dissociés. En 1969, pour répondre aux manifestations, le gouvernement de Pompidou décide de supprimer le ministère de l'Information. Les journalistes deviennent libres de diriger leur chaîne, mais comme auparavant, l'emprise du gouvernement reste omniprésente. Le journaliste de la télévision n'est pas tout à fait un journaliste comme un autre. Il a des responsabilités supplémentaires. Qu'on le veuille ou non, la télévision est considérée comme la voix de la France, et par les Français, et par l'étranger. Que vous regardez la télévision, monsieur le Président? Si je vous dis non, vous serez fâchés. Bonne année, mes amis. Bonne année. Et vive la France. Contrairement à son prédécesseur, Georges Pompidou n'est pas un grand fanat de télévision. Cependant, il comprend son intérêt pour les Français. En 1971, une émission inédite est diffusée sur la vie privée du président. On le voit dans l'intimité avec sa famille. Le but, apparaître naturel, normal et se rapprocher des Français. En décembre de cette même année, le journaliste Maurice Clavel quitte le plateau en direct de l'émission à armes égales. Certains passages de son film sur Georges Pompidou ont été censurés. Son geste, qui a l'air spontané, est calculé, étant donné qu'il avait été prévenu en amont que son sujet avait été coupé. Cet incident inédit préparé a touché son but, puisque son départ a bien plus été relayé dans la presse que l'aurait été le débat initialement prévu. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Messieurs les censeurs, bonsoir. Je crois qu'il faut tout de même ajouter à ceci un mot d'explication. C'est que la censure dont il a été question concernait le film de M. Maurice Clavel, ce film que vous venez de voir. Et je crois qu'à propos de ce film, on peut ajouter deux choses. Première chose, il me semble que ça n'était pas un film qui portait en lui-même la marque d'une censure particulièrement lourde. Deuxièmement, que la censure dont il a été question concernait un mot, un seul mot, à propos du président de la République et à propos d'une interprétation qui était faite d'une interview donnée par le président de la République. La censure est telle que les chaînes de télévision ont interdiction de parler de la maladie du président, et aucune rétrospective n'est préparée pour son décès. Les élections anticipées de 1974 sont une nouvelle occasion pour la télévision d'innover. Cependant, on a bâti tout ça, nous les Français, on a bâti tout ça. C'est ce que vous appelez, avec juste titre, la croissance. Encore faut-il donner un sens humain à cette notion de croissance. Et la France est devenue plus riche parce que, on peut le dire, là c'est pas de la polémique entre nous, on s'y est tous mis. Et quand je dis on s'y est tous mis, pensons surtout à tous ceux qui ont mis à la main à la pâte. Le moment est venu, monsieur Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est cela, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. L'essor de la télévision commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les premiers grands événements télévisés sont la rediffusion du Tour de France ou le premier journal télévisé tourné à bord d'une montgolfière.